Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des travaux des sénatrices et des sénateurs. Émission consacrée aux droits des femmes ce matin, au lendemain du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Hier à Paris, 60 000 personnes ont défilé contre les violences sexuelles et les inégalités femmes-hommes. Et ce matin, vous allez suivre une table ronde sur la place des femmes dans les médias audiovisuels. Sont-elles assez présentes? Ont-elles autant la parole que les hommes sur les plateaux? Quelles nouvelles mesures de parité faut-il inscrire dans la loi? Toutes les réponses dans cette audition. Bonjour. Je vais vous parler de l'étude qu'on a réalisée à l'INA. Pour introduire mon propos, je vais la situer par rapport aux autres études quantitatives qu'il y a pu avoir par le passé. Donc dans les études quantitatives connues, qu'on a à ma connaissance, il y a le rapport annuel du CSA qui publie une sorte de baromètre depuis 2015 sur la représentation des femmes et des hommes dans les programmes. Donc eux, ils se basent sur les taux de présence, c'est-à-dire on leur déclare le nombre de personnes, le nombre d'hommes, le nombre de femmes par type d'intervenants. Et donc, il y a énormément de programmes. Là, cette année, par exemple, il y avait 50 000 heures de programmes, environ 50 000 programmes déclarés. La limite de cette métrique, c'est que si on compte les gens, ça ne dit pas à quel point ils parlent. Donc il y a le Global Media Monitoring Project, c'est un exercice international qui a lieu tous les 5 ans. Là pareil, ils comptent les personnes et ils les classent, ils disent les experts, les politiques, etc. Mais c'est un jour tous les 5 ans. L'avantage, c'est que la dernière fois c'était dans 114 pays. Donc c'est très dur de généraliser à partir d'une empreinte d'une journée tous les 5 ans. Il y a le rapport de Michel Reiser et Brigitte Grésy de 2008 où il y a une partie quanti. Elle s'était basée sur 6 chaînes télé, 6 stations radio. La limite aussi de cette approche pour la partie quanti, c'était qu'elles avaient pris les JT principalement et certaines autres émissions. Pour chaque chaîne, ça passait, il y avait analysé de 6 minutes. 6 minutes, c'était le 6 minutes d'M6 à 3 heures. Une seule journée aussi. Donc dresser un constat du paysage audiovisuel en se fondant sur 6 minutes pour une chaîne, c'est limité. Mais ça a eu le mérite d'exister. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et donc, elles avaient utilisé 3 métriques. Taux de présence, comme le CSA. Taux d'expression, c'est le temps de parole. Donc, c'est ce dont je vais vous parler après. Donc, le taux d'expression, c'est beaucoup plus long à mesurer manuellement. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une si petite quantité. Et le taux d'identification, c'était le nombre de références orales à des personnalités, hommes ou femmes. Savoir de qui parlent les gens. Et sinon, il y a eu une autre étude en 2014 du CSA belge. Ils avaient analysé environ 36 heures pendant une semaine en comptant le temps de parole. Donc là, le grand débat, faut-il faire les choses à la main ou automatiquement? Les deux, mon général. Donc dans le cas des approches manuelles, c'est coûteux. Et quand c'est trop coûteux, à la fin, les gens ne le font pas, parce que ça vaut trop cher. Et souvent, le temps d'analyse est très supérieur au temps de visionnage des documents. Par contre, les humains sont plus intelligents que les machines pour le moment, et heureusement. Donc ils peuvent décrire des choses beaucoup plus complexes que peut le faire une machine. Il y a une partie de subjectivité qui n'aide pas. Et les limites de beaucoup d'approches manuelles, c'est le faible nombre d'exemples. Donc généraliser à partir de peu d'exemples, ça pose problème. Dans le cas des approches automatiques, on peut détecter des phénomènes simples. Faire la différence entre une voix d'homme et une voix de femme, c'est quelque chose d'à peu près simple. Ça permet de se permettre d'analyser 100% de ce qui est diffusé à l'antenne. Ça permet d'alimenter le débat citoyen. Pareil, en parlant avec des responsables de l'audiovisuel, des fois ils nous disent nos dirigeants, ils gouvernent par les chiffres. Si on leur donne pas de chiffres, ils prennent pas de décision.
Donc ça permet justement d'en donner, même si c'est des chiffres limités. Ça permet en temps réel et ça permet aussi d'interagir avec les approches manuelles et on en reparlera plus tard. Donc ce qu'on fait à l'INA, alors on détecte les voix d'hommes et de femmes, donc là c'est la modalité audio, ça a le mérite de marcher sur la radio et la télé. C'est rapide à calculer, les machines calculent ça, il faut 1 minute à une machine pour analyser 1 heure. Le verrou, c'est que la différence entre une voix d'homme et une voix de femme, c'est quelque chose en partie construit socialement. Donc tous les gens qui s'écartent des normes, des standards, bah, ça marche moins bien. Mais ça marche moins bien, mais des humains se tromperaient aussi. Hein. Il n'y a pas que les machines qui se tromperaient. Donc on fait aussi, on analyse les visages, justement pour comparer le temps, la visibilité et l'audibilité. Donc là, ça demande un peu plus de temps de calcul. Et pour l'instant, ce qu'on arrive à faire, c'est juste détecter les visages de face. Et on essaie de faire des choses un peu plus intelligentes, de quoi les gens parlent. Certains appelleront ça du quali, moi j'appelle ça plutôt du quanti, à partir du moment où c'est chiffré. Donc l'idée pour l'instant, c'est assez prospectif parce que c'est plus dur. Donc pour l'instant, on a fait des premiers prototypes de taux d'identification. Enfin, je vous montrerai ça rapidement. La difficulté des analyses du contenu, du discours, c'est que les systèmes de transcription de la parole, c'est des technologies moins matures. Et donc ça fait beaucoup d'erreurs, surtout pour les noms propres, les noms de lieux, tous les mots peu courants en fait. Et qui sont très intéressants pour décrire les nouvelles. Donc sur l'analyse horaire, ce qu'on peut faire, là vous avez un exemple. On peut analyser une journée entière. Là, dans ce qu'on voit, on voit que de minuit à 2h du matin, il y avait beaucoup d'hommes sur M6. De 2h du matin à 7h, il y avait très peu d'hommes et très peu de femmes. C'est la nuit, donc ça devait être une programmation musicale. Et ensuite, ça varie dans la journée. Donc on peut analyser comme ça par tranche horaire, de manière exhaustive. Dans le cas des visages, bon là je vous ai montré un exemple un peu dur sur les limites de ce qu'on peut faire. Donc on peut détecter les visages, après faire la différence entre un vrai visage, un visage sur un poster, un visage dans un cadre. Pour l'instant ça marche pas très bien. Mais bon, voilà, juste pour vous donner une idée de ce qu'on mesure. On mesure tout ça quand on mesure des visages. Donc le corpus d'études sur l'étude du temps de parole, c'était 700 000 heures. À l'heure où je parle, il y a plutôt 1,2 million d'heures qui ont été traitées. Il y avait plusieurs chaînes de 10h à minuit. À l'époque, ça représentait 30 ans de visionnage pour la télé et 55 ans de visionnage pour la radio. Ça a été traité il fallait 1 an et demi de calcul. 1 an et demi de calcul, il suffit d'avoir plusieurs machines, ça peut très vite, si on a 10 machines, c'est réduit à 1 mois, quoi, à peu près. Donc les gros constats, c'était les hommes parlent 2 fois plus que les femmes à la télé et à la radio. Ils parlent encore plus à la radio, mais c'est à peu près équivalent. Ce qu'on avait vu, on avait comparé pour les différentes chaînes, les femmes parlent davantage, les chaînes avec des étoiles, c'est les chaînes qui ciblent un public féminin, Chérie 25 Teva. Donc sur toutes les chaînes, on n'en a pas vu une seule où la parole des femmes était supérieure à celle des hommes. Elle était presque égale sur les chaînes à destination des publics féminins, très très faible sur les chaînes de sport, un peu plus faible sur les chaînes culture, notamment Arte. Et c'est là ce qui était très amusant, c'était de voir qu'en faisant cette approche massive, on retombait sur les mêmes constats que le rapport de Michel Reiser et Brigitte Grésy, qui était basé sur quelques heures. Donc on prend 1 million d'heures ou 3. Au final, on a un certain nombre de conclusions similaires. Mais c'est bien, parce que souvent en recherche, ce qui est intéressant, c'est de conforter des hypothèses. Donc 10 personnes qui disent la même chose, c'est plus fort qu'une seule personne qui le dit. Donc ce qu'on a vu aussi, c'est que le pourcentage de paroles des femmes à la radio a évolué de 1/4 environ à 35%. Donc c'est un phénomène qui bouge. On a également analysé les différences faibles et fortes audiences.
Donc ce qu'on a vu par exemple, c'est sur les chaînes de télé. Les chaînes de télé publiques, il n'y a pas de différence majeure entre faible et forte audience. Chaînes de télé privées, il y a 8 points de différence. Donc pareil, la limite de cette méthodologie, c'est qu'est-ce qu'une heure de forte audience? Est-ce que c'est la même pour toutes les chaînes? Ce qu'on a pu voir, c'est sur les chaînes de radio, celles qui ciblent les ados, c'est plutôt le soir. Les chaînes pour adultes, c'est plutôt le matin. Donc là, on a fixé les heures de forte audience. On voudrait être plus rigoureux. Il faudra une heure de forte audience relative à chaque chaîne. Bah, ça marche. Ah. Donc ensuite on a comparé le temps d'exposition visuelle au temps de parole pour 6 chaînes. Donc là c'est des résultats qui ne sont pas dans l'étude des plus récents. Donc ce qu'on a vu c'est que pour toutes les chaînes, le temps d'exposition visuelle, on voit plus les femmes qu'on ne les entend sur toutes les chaînes. C'est moins vrai pour Arte et France 3, mais pour toutes les autres chaînes il y a une grosse différence. Après, on s'est amusé aussi à comparer la manière dont on parle des hommes et des femmes en fonction des chaînes. Donc TF1 utilise beaucoup, c'est la chaîne qui utilise le plus le terme mademoiselle, qui est plus à l'état civil. Canal+ utilise meuf et ses variantes. La femme avec un grand F, c'est plutôt sur Arte. Et les filles, c'est sur M6. Je vous rassure, en fait, le même constat est fait pour les hommes, en fait. Les mecs, c'est sur Canal+, les hommes, c'est sur Arte, avec un grand H, et les garçons sur M6 aussi. Donc là, dans la continuité de ça, on est désormais financé par l'Agence nationale de la recherche, sur un programme de recherche qui correspond à 300 mois personnes, qui va durer 3 ans et demi. On est 7 partenaires, INA, Deezer, 2 laboratoires d'informatique, le LIUM, le LIMSI, 3 laboratoires de sciences humaines, un comité d'experts dont le CSA. Donc le but c'est d'aller plus loin, faire des choses, typiquement trouver le bon compromis entre ce que les machines peuvent faire et ce qui a du sens pour décrire la complexité de la présence des hommes et des femmes dans les médias. Les travaux en cours, on a participé au rapport annuel du CSA qui sort le 5 mars. Donc on a analysé le temps de parole en complément des taux de présence. On a aidé à détecter les fausses déclarations ou les erreurs de déclaration. Et on a comparé ces deux choses. On a une étude qui va sortir sur les réalisatrices dans les programmes de fiction. Donc là-dessus, on a compté l'impact du sexe sur le temps de parole. Et on va participer au Global Media Monitoring Project dans quelques jours. Voilà, pour aller plus loin, des liens vers les derniers outils. Je tiens à préciser qu'on fait de l'open source, tous nos logiciels sont en open source et que les données qu'on génère sont souvent diffusées en open data sur DataGouv. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs. J'ai consacré en effet ma carrière à la télévision et à la fiction en particulier. Très rapidement, j'ai créé deux sociétés de production, j'étais PDG de mes sociétés, Alia Productions et Barjac Productions. J'ai été 5 ans directrice de la fiction de France 2 entre 2000 et 2005 et depuis, je suis directrice générale donc de Barjac et directrice générale du groupe Tel France. J'ai donc passé ma vie avec la fiction. Si l'expérience forge la conscience, c'est forte de mes nombreuses années dans ce milieu que j'ai acquis la conviction que sans mesure coercitive, hélas, la donne ne changera pas. On part vraiment de trop loin. Il suffit de regarder pour s'en convaincre dans d'autres secteurs comme la politique, les entreprises privées, où la parité, tant qu'elle était souhaitable et malgré des sanctions financières, n'était pas effective. Il a fallu passer par des quotas pour infléchir ces inégalités. Par ailleurs, l'expérience dans d'autres pays nous encourage dans cette voie. Nous pensons à PFDM que les choses doivent changer de façon peut-être un peu radicale avec des quotas temporaires sur 5 ans, par exemple, avec un premier palier à 30% de femmes réalisatrices. Elles sont aujourd'hui en moyenne 12 à 15% de femmes à réaliser des fictions diffusées à la télévision. Pire encore, on n'observe aucune évolution probante depuis 10 ans. Ce qui nous conforte dans l'idée que les choses ne peuvent malheureusement pas changer d'elles-mêmes. Les habitudes sont ancrées,
Les réflexes grégaires sont là, on ne peut pas compter que sur la bonne volonté. Aujourd'hui, les 2/3 des sociétés de production ayant produit au moins un épisode de fiction en 2018 n'ont pas fait appel à des réalisatrices. 88% des auteurs-réalisateurs d'œuvres inédites sont des hommes, selon les chiffres CSA SACD 2018. En novembre 2019, le CNC a sorti une étude sur la diffusion à la télévision des œuvres cinématographiques réalisées par des femmes. On retient qu'en 2018, les films réalisés par des femmes représentent 8% de l'ensemble des diffusions de films des chaînes historiques. L'argument classique pour contrer les quotas, c'est de nous dire que cela va empêcher la créativité, entraver la bonne marche artistique. Nous pensons le contraire. Car une des conséquences de l'uniformisation masculine des regards, c'est aussi in fine des œuvres avec un point de vue exclusivement masculin. Il y a une lecture au féminin pour rendre compte de la diversité des sujets, de la façon de les appréhender, qui est de fait confisquée. Côté diffusion, en avant-soirée, 23% des épisodes de fiction audiovisuelle inédits sont réalisés par des femmes. C'est l'effet feuilleton des 3 feuilletons quotidiens que nous avons depuis 2 ans en France. Mais la présence des femmes pour la réalisation des séries de 52 minutes, qui est le format dominant, reste très faible, moins de 10% des épisodes diffusés. Quant à l'argument « on ne trouve pas de femmes réalisatrices », on peut répondre « si, mais vous ne les voyez pas ». Elles sont là. Moi-même, dans mon activité de productrice, il m'a fallu me battre pour faire émerger des talents féminins et des réalisatrices. Elles sont aussi nombreuses à l'entrée qu'à la sortie de la féminisme, mais 80% d'entre elles deviennent script ou monteuses. J'ai fait très rapidement une estimation sur les fictions en production en 2019 et 2020 en France. Sur 42 téléfilms unitaires, 6 sont réalisés par des femmes. Sur 87 épisodes de séries, 12 sont réalisés par des femmes. On a encore beaucoup à faire, mais la question ne se résume pas à la seule présence des femmes réalisatrices. Nous demandons que des études affinées soient produites pour élargir le champ d'action aux monteuses, aux directrices photo, directrices de production, chefs déco, productrices et directrices artistiques, les principaux chefs de poste. À ce jour, aucune étude n'est capable de nous donner une vision d'ensemble. Bientôt va s'ouvrir à l'Assemblée nationale le débat sur la réforme de l'audiovisuel et comme le HCE, nous pensons qu'il faut l'inscrire dans la loi des orientations pour atteindre l'égalité réelle. Nous sommes favorables, dans l'audiovisuel en particulier, à ce qu'une disposition oblige, par exemple, à renseigner pour chacun des postes clés s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, et d'inscrire la parité comme une condition d'obtention d'une partie des aides publiques. Nous sommes dans un temps de réduction budgétaire drastique, et je ne sais pas si les bonus seront envisageables. Par ailleurs, nous serions favorables à la création d'un indice permettant d'évaluer les bonnes pratiques des sociétés de production, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur taille, dès lors qu'elles bénéficient d'aides publiques. Il s'agirait d'une moyenne globale sur leur production annuelle, dans un premier temps peut-être. Nous devons avoir la même attention à compter les femmes devant et derrière la caméra. Il s'agit bien sûr d'être réaliste et pragmatique et savoir composer avec les contraintes de notre secteur en matière de quotas. Je profite de cette audition pour remercier l'INA, avec qui nous sortons dans quelques jours une étude inédite réalisée sur 10 ans de diffusion de fiction à la télévision. Et cette étude constitue pour nous une première étape de la question des femmes dans la fiction. Nous la dévoilerons conjointement au CSA le 5 mars. Et je termine en vous disant que cette étude nous conforte dans la nécessité de créer un observatoire dont a parlé Bouchra, dédié pour appréhender avec précision l'état de la situation et mettre en musique nos engagements lors de la conférence Pékin +20. Merci. Donc je vais passer la parole maintenant à Madame Marianne Bernard, qui est directrice de la démarche RSE de France Télévisions. À vous, Madame. Merci, Madame la Présidente. Mesdames les sénatrices, je vais essayer d'être brève sur le petit compte-rendu que je vais vous faire sur nos engagements à France Télévisions, parce que je pense qu'il y a évidemment un certain nombre de questions qui nous sont directement adressées, nous les diffuseurs, et je pense que c'est la même chose pour mes voisins. Madame Morin-Desailly a rappelé tout à l'heure dans ses propos liminaires que ça fait quelques années que le service public se préoccupait de cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est vrai.
Nous avons vraiment pris le sujet à bras-le-corps, si je puis dire, en 2013 en fait. Et évidemment, l'arrivée en 2015 de Delphine Ernotte à notre tête a renforcé cet engagement. Comment nous avons procédé? En essayant de mettre en place une méthodologie, de commencer par des états des lieux, d'avoir un certain nombre de démarches pour pouvoir poser des objectifs et évidemment après de nous donner les outils d'évaluation de ce que nous avons mis en place. Christine Kelly parlait du rôle du CSA. C'est peut-être pas tout à fait habituel de la part des diffuseurs, mais effectivement le rôle du CSA en la matière a été absolument capital, en particulier avec la délibération de 2015, qui nous a permis à nous diffuseurs justement de poser cette méthodologie très précise et de pouvoir tous les ans avoir des résultats, donc de pouvoir évaluer les démarches et donc à partir de là de nous fixer des marges de progression. La question de la place des femmes à France Télévisions, c'est évidemment d'abord la question de leur place à l'intérieur de l'entreprise. Oui, aujourd'hui, nous avons une présidente, comme à Radio France, à Arte et à France Média Monde. Le premier geste de la présidente, ça a été de nommer un comité exécutif paritaire, ce qui effectivement change considérablement la physionomie d'un groupe. Et après, cela permet de descendre dans les autres niveaux de direction. Des chiffres très rapides. Aujourd'hui, en global, 45% des salariés de France Télévisions sont des femmes. Sur la catégorie des journalistes, pour Léa, nous en sommes à peu près 40% aujourd'hui. Les comités de direction sont composés de 45% de femmes. Les cadres supérieurs et dirigeants sont pour 40% des femmes. Donc les chiffres en interne ont effectivement beaucoup bougé. Ça fait quelques années que je suis dans cette maison et nous n'étions pas du tout à ces niveaux de chiffres il y a une dizaine d'années. On ouvre un chantier, et je crois qu'il est collectif et que vous allez probablement l'ouvrir aussi dans vos travaux sur la question de l'espace numérique, puisqu'effectivement le développement numérique de France 5 et de France Télévisions est en marche. Et c'est vrai qu'il y a un réel problème de la représentation des femmes dans ce monde-là, de ce nouveau monde du numérique. Et il faut que nous, à France Télévisions, nous soyons extrêmement vigilants sur cette question-là. Alors évidemment, la place des femmes à France Télévisions, c'est aussi et bien sûr leur place à l'antenne. Alors comme tous les diffuseurs, nous remplissons tous les ans les tableaux du CSA, qui donc nous permet de comptabiliser le nombre des femmes animatrices, journalistes, chroniqueuses, invitées politiques, et en particulier la catégorie des expertes que nous comptons, nous, toute l'année. Mais je crois que les autres diffuseurs aussi maintenant, toute l'année, sur un certain nombre d'émissions qui sont choisies en accord avec le CSA et dans lesquelles, évidemment, circulent des experts et des expertes. Sur l'ensemble de la représentation sur nos antennes, Christine Kelly le disait, aujourd'hui, il y a des secteurs où nous avons une majorité de femmes. Et c'est assez vrai dans la présentation de nos journaux télévisés. Si vous regardez un peu France 2 et France 3, le journal de 13h, le journal de 20h, depuis 2 ans, et ça n'a pas été rien comme symbole que l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix à la tête de ce qui est encore la grand-messe de l'information du 20h. C'est vrai aussi pour les rendez-vous d'information de France 3, le midi comme le 19-20 le soir. Et un des soucis à la création de la chaîne France Info, le canal 27, avec nos amis de Radio France, de l'INA et de France Média Monde, ça a été aussi à l'antenne sur le canal 27 d'avoir une présentation des séquences de journaux paritaires dès le début. Ce qui est important pour nous, c'est, et vous l'avez dit, Madame la rapporteure, c'est de voir dans quel domaine nos femmes journalistes exercent. Alors évidemment, la présentation d'un JT comme le 20h, c'est déjà symboliquement important. Moi, j'ai vu un autre symbole intéressant l'année dernière, c'est quand François Langlais,
qui portait la parole économique de France 2 depuis un certain nombre d'années, a été remplacé par une journaliste économique qui s'appelle Alexandra Ben Saïd et qui est désormais le visage de l'économie de France 2. Même chose pour l'émission politique de référence de France 2, l'émission politique. Elle a été longtemps depuis quelques années présentée par David Pujadas, puis en duo avec Léa Salamé. Et au départ de David Pujadas, c'est Léa Salamé qui a pris les rênes de l'émission politique. Elle a à côté d'elle Thomas Soto, mais puisque vous parliez, madame, de duo tout à l'heure, le rapport dans le duo à la présentation de l'émission politique, c'est aujourd'hui inversé. C'est-à-dire que c'est Léa Salamé qui est la pilote de l'émission. J'ai parlé à l'instant de la catégorie importante des experts. Oui, c'est pour nous un indicateur fondamental parce qu'il dit la transmission du savoir, et il dit le recours à la compétence et le recours au savoir. C'est pour ça depuis 7 ans maintenant, on a commencé en 2013 avec d'ailleurs le concours de Brigitte Grésy que vous citiez, qui travaillait avec nous sur cette question-là. Et c'est en 2013 que nous avons inscrit le premier avenant au contrat d'objectifs et de moyens, qui fixait le premier objectif pour les femmes expertes, qui à l'époque, pour 2015, avait été fixé à 30%. Laurence Bachmann a cité à propos des réalisatrices le premier seuil de 30%. C'est effectivement un seuil important. Je crois que c'est à partir des 30% que ça devient vraiment significatif, enfin, qu'on voit vraiment l'arrivée des femmes. Lorsque Delphine Ernotte... Alors je tiens à préciser que nous y sommes arrivés aux 30% à la fin de l'année 2015. Et lorsque Delphine Ernotte est arrivée, elle a fixé un nouvel objectif pour les 5 ans à venir, et qui était très simplement d'arriver à la parité pour les experts, c'est-à-dire 50-50. Je ne vous cache pas que c'est un objectif très ambitieux. Petit à petit, on essaye d'y arriver. Je n'ai pas encore les chiffres définitifs puisque c'est le CSA qui valide effectivement tous ces chiffres, et comme vous l'avez rappelé, on les aura la semaine prochaine. En 2018, nous étions effectivement à 42% d'experts. On va être, je pense, au même niveau cette année, ce qui veut dire quand même que nous n'avons pas progressé en un an, et ce que Delphine Ernotte n'a pas manqué de nous faire remarquer lorsqu'elle a eu les premières estimations. Il est probable que les derniers kilomètres sont les plus difficiles à franchir, mais pour l'année en cours, l'objectif des 50-50 est toujours fixé, et on va essayer d'y arriver. Je profite pour dire à Léa que oui, nous avons été les premiers partenaires avec Radio France du guide des experts. Avant même sa version numérique, nous étions les partenaires de sa version papier, qui avait été lancée par Marie-Françoise Colompagny. On l'a beaucoup porté avec Radio France. C'est un outil qui est tout à fait utile, qui a eu en plus la vertu de pointer le fait que oui, il y avait des femmes expertes à peu près dans tous les domaines, et que l'argument d'un certain nombre de nos rédacteurs qui était de nous dire « Ah ben non, sur la défense, sur les relations internationales, nous n'avons pas d'experts » est faux. Voilà. Les problèmes budgétaires sont malheureusement une réalité dans le service public aujourd'hui. Il n'est pas dit que le fait que nous ayons fini de financer le guide soit définitif, mais ce qui s'est passé, qui est plutôt bon signe, c'est que nos rédactions en interne et les maisons de production avec lesquelles nous travaillons, je pense par exemple à la maison de production qui produit C'est dans l'air, qui est l'émission d'expertise par excellence qui est souvent citée sur France 5, ont intégré en fait maintenant cette dimension de la recherche d'expertes, et ils ont constitué chacun leur propre catalogue d'experts. Voilà pour les experts. Le deuxième volet, je vais aller très vite, de notre démarche, c'est aussi, vous l'avez cité, la question des stéréotypes.
Évidemment, à partir du moment où nous créons des images, nous créons de la représentation et nous créons des stéréotypes. Et réfléchir à ce que nous donnons à voir, du masculin et du féminin, a été un axe de réflexion très fort, là aussi, que l'on mène depuis 7 ans maintenant, et en particulier, et dès le début, sur la question des programmes pour enfants et sur la question de l'animation, parce que tout parle de là, tout part de là. Les stéréotypes que nous faisons circuler sans même nous en rendre compte. D'ailleurs, si on s'en rendrait compte, ce ne serait plus des stéréotypes. Voilà. Donc le premier travail, il a été fait avec les producteurs d'animation sur cette question, qu'est-ce qu'on dit du féminin et du masculin dans les dessins animés, et en particulier pour les plus petits. J'ai toujours eu un exemple favori, je crois que toutes les personnes qui ont eu des enfants ici connaissent Petit Ours Brun, qui est quand même un classique de la littérature pour les enfants et un classique de l'animation. Petit Ours Brun, c'est un best-seller pour les tout petits. Si vous vous rappelez, il y a 15 ans, Petit Ours, il fait des bêtises, il est très mignon. Il a un papa qui est assis dans son fauteuil, qui lit le journal et qui fume la pipe, et une maman qui est avec un tablier, une cuillère en bois à la main, et qui est de toute évidence debout en train de faire la cuisine. Voilà. Et ça a alimenté l'imaginaire de X générations de petits. Aujourd'hui, Petit Ours Brun existe toujours, mais papa n'est plus dans son fauteuil. Il est occupé à des travaux ménagers, ça peut arriver. Maman, elle, visiblement, a des activités extérieures. Et surtout, Petit Ours Brun a une cousine qui est une héroïne extrêmement positive et très, très, très active. C'est drôle, mais en même temps, ça dit des choses très sérieuses sur les modèles que nous donnons aux enfants. Évidemment, ce travail sur les stéréotypes, on l'a mené, Laurence Bachmann le sait mieux que personne, sur les fictions, en essayant de faire évoluer, évidemment, les héroïnes que nous montrons sur nos antennes. Alors, je ne vais pas vous faire le catalogue, mais je pense que il est assez évident que les personnages féminins dans les séries, depuis une dizaine d'années, ont quand même considérablement évolué, et en particulier dans leur rapport au travail, leur rapport à la vie sociale, le rapport entre la vie privée et la vie professionnelle. Tout ça a été considérablement travaillé, et on arrive à des personnages pour le moins non stéréotypés, comme Captain Marlowe, que vous voyez peut-être en ce moment des antennes de France 3, qui est effectivement assez loin de la représentation classique de la mère au foyer il y a quelques années. Voilà, sur les questions que Place des femmes dans les médias nous pose, vous avez probablement entendu avant la fin de l'année dernière l'engagement qu'a pris notre présidente Delphine Ernotte-Quincy d'effectivement analyser et de faire des propositions concrètes sur la question des réalisatrices. C'est une question majeure. En ce moment, l'unité fiction de France Télévisions est en train de faire un rapport extrêmement détaillé sur ce qui a été dans l'ensemble des fictions du groupe, le nombre de réalisatrices qui ont tourné sur l'année de 2019, pour avoir, comme pour les experts, un réel état des lieux. C'est à partir de ce moment-là qu'elle définira quels sont les objectifs que nous fixerons, mais elle rejoint le plus de femmes dans les médias sur l'engagement d'objectifs chiffrés et progressifs sur la question des réalisatrices. J'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire. Je m'arrête là, mais évidemment, je suis à votre disposition pour les questions. Merci. Eh bien, écoutez, déjà, vous nous avez informé pour Petit Ours Brun, donc forcément que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Petit Ours Brun. Je vais donner rapidement la parole à Monsieur Bruno Laforestrie, qui est président du comité diversité-égalité de Radio France et directeur de la radio Move. Et donc, ensuite, ça sera à vous, madame, puisque je sais qu'un certain nombre d'intervenants ont des contraintes horaires, donc merci à nouveau de respecter votre temps de parole. À vous, monsieur.
Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice. Donc Catherine Domide également, responsable de relations extérieures institutionnelles de Radio France. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et c'est vrai, donc il y a des éléments évidemment quantitatifs que je veux vous livrer et même des résultats sur 2019 en quasi-exclusivité sur les éléments de ce qu'on a pu constater sur nos antennes, mais j'en profite justement pour, dans ces conditions, faire un point sur l'entreprise et les entreprises de médias, du fait que notre mission est d'émettre des contenus et que savoir d'où c'est émis et par qui est un élément important et le contexte de l'entreprise. Aujourd'hui, Radio France, vous l'avez précisé, et évidemment est une entreprise, son comité exécutif est à majorité féminin, à 56% de femmes. Et ce qu'on souhaite souligner ici, c'est que ce n'est pas un élément uniquement concernant le comité exécutif de l'entreprise. Il y a une volonté qui a été mise en place dès 2016 en créant ce comité égalité-diversité qui représente à la fois toutes les antennes mais également toutes les fonctions et notamment RH de Radio France, d'avoir une emprise complète sur ce sujet au sein d'une entreprise qui comptabilise plus de 4500 salariés et au moins l'équivalent de 4000 à 5000 personnes qui sont les intermittents et artistes et évidemment et musiciens, comme vous le savez. Donc c'est une entreprise qui est importante en termes d'effectifs et le sujet de l'égalité, de la représentation des femmes, de la lutte contre les discriminations est un sujet aujourd'hui essentiel. Et quand Sybille Veil m'a proposé de prendre cette présidence à la suite de deux femmes qui étaient directrices d'antenne de FIP, notamment Bérénice Ravache et Anne Serrod, le propos que nous avons échangé, c'était pas d'être exemplaire mais d'être avant-gardiste. Et je pense que l'enjeu, notamment pour les entreprises publiques de médias, dans le contexte de la loi notamment, c'est justement de poser des actes très forts, aussi bien dans leur gestion interne que dans leur représentation et dans leur fonction d'émetteur, évidemment, en tant que média. Et je soulignerai les fonctions managériales, évidemment, à la tête de Radio France, dans toutes les fonctions, qu'elles soient de gestion, de communication, mais pas uniquement, mais aussi les fonctions éditoriales puissantes, comme vous le savez, avec des directrices d'antenne, Sandrine Trainer, Laurence Bloch, à la tête de radio aujourd'hui, qui sont importantes, et pour France Inter, évidemment, la première radio de France, ce qu'il faut quand même souligner et dans son importance. Et comme Laurence Bloch a pu le dire à plusieurs reprises, l'acte puissant qui a été porté de féminisation de l'antenne depuis 4 ans est un élément extrêmement rationnel de succès de nos antennes, dans le sens où le gain d'auditeur est un gain d'auditrice aussi, et le fait que des femmes excellentes dans leurs fonctions et très bien représentées dans toutes les horaires, dans toutes les stations, évidemment, fait en sorte qu'on fédère un public plus grand, et c'est quand même une de nos missions, notamment de service public. Sur la question, évidemment, le interne aussi, je souligne, je pense que c'est un apport, je pense aussi dans votre réflexion, c'est que notre analyse est qu'il est essentiel que l'entreprise de médias, mais pas uniquement, mais on parle des médias aujourd'hui, crée les conditions d'un développement et d'un épanouissement professionnel. Et on s'est rendu compte, nous, à Radio France, évidemment, depuis quelques années, que ça avait été un énorme sujet qui n'avait pas été à la fois mis en lumière et traité. Et évidemment, il y a des éléments maintenant d'analyse qui sont des éléments liés à la loi, et on va publier le 1er mars de nouveau, je voulais vous donner un chiffre en exclusivité 2020, la question de l'index, comme vous le savez, hommes-femmes, qui est maintenant obligatoire dans les entreprises, et Radio France publiera un index à 93 sur 100 cette année, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur toutes les fonctions, toutes les questions de rémunération, sur toutes les questions évidemment d'évolution, sur les questions d'automatisation des promotions suite à un arrêt, à une maternité, sur toutes les questions de part aussi dans les 10 meilleures rémunérations de l'entreprise de la part des femmes. Toutes ces questions maintenant font l'objet d'une analyse évidemment statistique qui sont données au niveau des ressources humaines, et c'est des éléments d'appréciation globale. Et je pense que c'est un élément important parce qu'on peut objectiver aujourd'hui la question de l'épanouissement et de l'évolution professionnelle au sein des entreprises de médias publics comme privés. Parce que c'est valable pour toutes les entreprises de France aujourd'hui. Donc c'est un élément de mise en avant. Deuxième élément, c'est qu'effectivement, nous on a considéré que le contexte, les éléments, le travail interne qui est fait, notamment sur la question de la libération de la parole, toutes les campagnes que nous mettons
mettons en place sur la cellule d'écoute sur les sujets de harcèlement, de discrimination, de paroles sexistes ont été mis en place de manière assez précise. On mobilise 3 personnes, dont un représentant syndical, pour qu'à tout moment, la capacité de saisir la structure de sujets internes puisse être mise en avant, parce que c'est en partant là, en fait, de la structure émettrice qu'on peut évidemment changer la représentation et le discours. C'est un élément hyper important et aujourd'hui qui fait l'objet d'une attention particulièrement du comité diversité et avec un pilotage quasiment hebdomadaire de ces sujets. Autre élément que je vais vous donner aussi qui concerne pour nous des sujets sur la lutte contre le sexisme et les représentations, nous lançons dès 2020, là, dès le mois de mars, des conférences théâtralisées qui vont mettre en scène des situations dans l'ensemble des entités de Radio France au niveau managérial et également dans toutes les stations locales et dans tous les services. Donc nous lançons pour que l'ensemble des dirigeants et des services puissent assister à une conférence théâtralisée pour justement que la banalisation de la parole sexiste, la banalisation de la question de la discrimination soit comprise au sens de la mise en scène et des groupes de parole. Donc c'est des éléments aussi hyper importants, aussi bien dans la rédaction, et comme vous savez, il y a eu des sujets qui ont émergé à un moment donné, que dans les directions transverses. Ça concerne l'ensemble des directions de Radio France, qu'on considère que ce sujet autour de la représentation et du sexisme n'est pas un sujet uniquement rédactionnel, évidemment, c'est un sujet d'entreprise à tous les niveaux, et évidemment pour l'épanouissement. Et troisième élément que je vous donnerai, qui sont des éléments d'appréciation aussi, je pense, pour le législateur, sur la question aussi de la loi, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des dirigeants et cadres dirigeants qui ont eu l'objet d'une évaluation, c'est-à-dire près de 400 personnes, ont maintenant une question obligatoire sur la question du respect de la charte égalité, diversité, et une évaluation annuelle sur ce sujet. Et aujourd'hui, depuis 2020, ça va être mis en place, et c'est un élément extrêmement d'appréciation. Donc je voulais souligner dans cette première partie de mon intervention, que je vais faire très courte pour la seconde partie, vous allez voir, que effectivement, ce sujet est un sujet interne et de manière complémentaire pour les entreprises, voilà, sur les résultats qui sont les nôtres, qui sont importants. Évidemment, nous sommes dans une logique de sondage et d'évaluation de la parole des femmes sur nos antennes. Aujourd'hui, 2 mois par an, nous sondons l'ensemble des programmes, et actuellement, sur 2019, 43% de la parole à Radio France est une parole féminine. On est passé de 39 à 43% en un an. Donc ça, c'est une vision quantitative. Ça représente pendant 2 fois un mois 100% de l'écoute de nos programmes. Au-delà de ce qui a été précisé, l'objectif est de 50% en 2022. Ça a été annoncé par notre présidente. Et évidemment, on a un objectif de progression évidemment de 5 à 10% par an pour y arriver. C'est un élément essentiel. Et je ne serai pas redondant par rapport à ce que tu as dit, sur la question des experts, évidemment, c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps. Il y a 17 rendez-vous qui sont sondés et on a évidemment des moyens humains pour le faire. Et on a 43% d'experts en 2019 sur ces sujets. Il faut encore progresser. L'objectif est le même que celui de France Télévisions. Et la question du guide des experts est appréhendée, parce qu'on continue à le financer, mais la question, c'est que ce guide a besoin de plus de moyens et notamment d'intervention peut-être du secteur extérieur à Radio France et France Télévisions. Et les moyens que met ce sujet est également intégré. Et nous travaillons avec l'INA, et je vais en finir sur la question du contrôle, parce qu'il y avait des questions sur le contrôle juridique, et nous considérons qu'il y a 2 types de contrôle. Il y a la question interne, qui veut dire que le rôle de la médiatrice, qui est très important, parce que le contrôle c'est fait par les auditeurs, et tout ce qui est dit à l'antenne est remonté, et les médiatrices fait ce travail, et évidemment le rôle essentiel du CSA, sur lequel nous travaillons au jour le jour, et notamment sur la question quantitative, mais aussi qualitative. Voilà, j'ai essayé d'être dans le temps imparti, et je sais que quand on est à la fin, le temps, voilà. Merci. Merci monsieur pour votre compréhension. Tout de suite, je vous passe la parole, Madame Chiraud, qui doit s'en aller dans une grosse dizaine de minutes. Voilà. C'est ça. Merci Madame la Présidente. Merci de nous avoir invités à cette table ronde. Pour ce qui est du groupe TF1, donc groupe privé, qui a été souvent cité en tant que groupe privé qui ne faisait pas forcément parfois grand-chose, je voulais vous dire que TF1 déploie quand même une politique ambitieuse en ce qui concerne la représentation des femmes dans les médias, et cette politique a été mise en œuvre évidemment en interne, mais aussi avec des initiatives concernant nos contenus, sur l'information notamment, la fiction et le sport, et je partagerai donc mon temps de parole avec Nathalie Lasnon qui reviendra sur les chiffres du groupe, de la fiction et du sport, et je vais vous présenter assez rapidement ce que nous faisons en tout cas au sein de l'information de TF1, avec une direction qui a engagé une vraie dynamique par rapport à cette représentation des femmes dans les médias. Nous avons réalisé une étude en 2016 sur le nombre de
femmes qui étaient présentes dans nos journaux télévisés. Nous avons fait une étude sur 10 semaines, nous avons compté, parce qu'il faut compter effectivement, nous avons fait une étude quantitative et qualitative avec l'aide de Brigitte Grésy, que vous connaissez tous ici, je pense, sur les critères évidemment pas que quanti, mais vraiment qualitatifs. Et nous avons évidemment traité les JT du week-end, de la semaine, du 13h, pour essayer d'améliorer évidemment nos performances. À l'issue de cette étude, nous avons mis en place un plan pluriannuel pour mener des actions différentes et essayer de s'améliorer. À savoir, nous avons créé des ateliers de sensibilisation de tous les fabricants de nos journaux, les monteurs, les documentalistes, mais aussi les journalistes. Nous avons fait ces ateliers avec l'aide de Brigitte Grésy, qui est venue nous accompagner pour sensibiliser les journalistes aux stéréotypes. Nous avons fait notre autocritique, nous avons réalisé des critiques sur les sujets de nos JT. Nous avons également mis en place une série de média training grâce à des journées que nous appelons les journées expertes à la une au sein de TF1. Nous avons déjà réalisé 2 journées d'expertes à la une et il y en aura une 3e en 2020. Nous invitons des expertes, une centaine à chaque fois, et nous leur proposons des ateliers de média training. Parce que, comme le disait Christine Kelly, bien souvent les femmes disent plutôt 2 fois non que oui par rapport aux hommes pour intervenir à la fois dans nos reportages, mais aussi sur nos plateaux de JT. Donc nous faisons du média training et nous participons également avec l'association Vox Femina à du média training sur les lauréates, puisqu'elles organisent un concours Femmes en Vue tous les ans, et nous sommes partenaires depuis 3 ans avec Vox Femina pour proposer du média training individuel. Il y aura une journée la semaine prochaine à ces femmes qui ont été lauréates de ce concours Femmes en Vue, pour les aider, pour qu'elles puissent proposer aussi quelque chose quand elles vont voir un média, parce que parfois on peut leur demander si elles se sont déjà exprimées dans un média, etc. Elles repartent avec une petite clé, elles repartent avec leur petit pitch, et nous les accompagnons pour qu'elles se sentent plus à l'aise, parce que la difficulté, c'est souvent celle-ci. Et nous utilisons également le guide qui existe, expert.eu, mais là aussi, parfois, les femmes qui sont dans ce guide sont plutôt des chercheuses, des universitaires, et nous avons parfois aussi besoin de femmes qui sont dans l'opérationnel pour répondre à des questions dans nos reportages télévisés qui s'adressent au plus grand nombre, évidemment. Nous avons également mis en place un carnet, notre propre carnet d'adresses, au sein des différentes rédactions, à la fois TF1 et LCI, puisque vous le savez, il y a énormément d'experts aussi qui doivent venir sur les plateaux de nos talk-shows sur LCI. Donc nous partageons ce carnet, nous le faisons évoluer au fil des ans, parce que nous savons que les journalistes parfois ont des carnets qui sont toujours un peu les mêmes et qui ont l'expert sur l'économie et qui vont toujours aller chercher le même. Donc nous les invitons à consulter et à nourrir ce carnet d'adresses qui aujourd'hui s'étoffe et qui permet de faire évoluer également nos chiffres. Nous refaisons une étude qui va être quantitative et qualitative en 2020. Nous en sommes là, nous en avons fait une en 2016, une en 2018, une en 2019. Et nos chiffres, je vais finir avec des chiffres quand même qui sont plutôt, qui s'améliorent et qui sont porteurs de bon espoir, on va dire, puisque sur l'ensemble des femmes qui ont été interrogées, quand je dis l'ensemble des femmes interrogées, c'est dans nos reportages télévisuels, nous étions à 33%, je dirais, en 2016, et nous avons gagné près de 8 points sur le dernier baromètre. Alors évidemment, on n'a pas encore atteint cette parité, mais ce sont les objectifs, et ce sont les objectifs fixés par la direction de l'information pour ça. Et sur les expertes, nous avons progressé quand même de 10 points. Et sur nos expertes TF1 qui sont en plateau, nous avons progressé de 17 points. Et sur la représentation en interne au niveau de l'info, nous avons un CODIR qui est assez paritaire. Nous avons des présentatrices qui sont des femmes. Nous avons eu aussi une présentatrice avant France Télé qui était une femme aux 20h quand même, il ne faut pas l'oublier, c'était Laurence Ferrari qui a présenté le 20h durant 4 ans. Donc nous sommes assez paritaires aussi au niveau des rédacteurs en chef sur les différentes émissions. Moi je m'occupe principalement de 20h le mag, et sachez que je m'efforce d'être paritaire tous les soirs, enfin en tout cas
cas sur l'année, et d'avoir autant de femmes que d'hommes. On est même un peu au-dessus, donc je vais être discriminante un peu dans l'autre sens. La semaine prochaine, nous faisons 5 portraits de femmes, sans forcément l'associer au 8 mars, puisque nous sommes paritaires toute l'année, et c'est notre volonté au niveau de la direction de l'information. Et nous faisons preuve aussi de diversité, parce que j'entendais beaucoup parler de diversité, et vous avez raison, les femmes ne sont pas juste des Wonder Woman, qui sont soit des femmes politiques, soit des chefs d'entreprise. Ce sont aussi des femmes de tous les jours que nous devons aussi aller voir, les femmes de l'ombre. Et donc nous sommes assez paritaires aussi en ce qui concerne toutes les diversités aussi, le handicap, femmes de couleur, parce que c'est important aussi. Donc voilà, nous essayons d'être un exemple, en tout cas, pour ce programme-là, tous les soirs. Je vous invite à regarder la semaine prochaine ce programme. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'info, en sachant que, évidemment, l'objectif, c'est du 50-50, comme France Télévisions. Alors, je serais peut-être moins ambitieux de dire que ce sera fin 2020, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et l'autre chose importante aussi dans le plan d'action, c'est que chaque chef de service a un objectif de parité et qui joue aussi sur sa part variable. Donc ça, c'est très important de le dire parce que je pense qu'il y a peu d'entreprises qui le font. Donc chaque chef de service est en responsabilité par rapport à ça. Voilà, je laisse la parole à Nathalie Lasnon. Merci à vous pour cette présentation et forcément vous avez respecté le temps puisque vous deviez nous quitter. Voilà, est-ce que ces chiffres, la présentation est longue ou on peut aussi les recevoir Oui, tout à fait. Oui. Alors, je voulais juste faire un petit, rajouter une chose, c'est que effectivement. Effectivement, Madame la Présidente, merci. Voilà, on a fait un petit zoom sur l'info parce que c'est vrai qu'il y a une attention particulière et bien normale, effectivement, concernant la représentation des femmes dans les émissions d'information, parce que effectivement, nous, on a depuis toujours intégré le rôle qui était le nôtre, à la fois de reflet de la société, mais aussi effectivement d'émergence dans la conscience collective de certaines choses impératives. Et donc ça ne se cantonne pas forcément à l'information parce que dans l'esprit des gens, il y a à la fois cette représentation dans les émissions d'info, mais il y a d'autres pans, comme France Télévisions le rappelait, sur lesquels effectivement on a fait un travail assez gigantesque. Alors il y a des programmes historiquement où on avait des héroïnes, mais on a fait un énorme travail quand même en termes de rôle qu'elles occupent dans la société, c'est dans la fiction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, dans la fiction de TF1, qui est quand même un des programmes majeurs des antennes, on a essentiellement des héroïnes féminines qui ont des postes de responsabilité, et puis au-delà de ça, en fait, qui sont souvent des séries que ce soit Munch récemment ou Alice Nevers pour une fiction plus ancienne, mais c'est vrai qu'on s'est aussi attaqué parce que la société est véritablement, très sensible à ces sujets. D'abord, ça a été les actions qu'on a menées autour de violences faites aux femmes. C'est-à-dire que le jour où on a mis l'emprise, qui est une fiction très violente, l'emprise à l'antenne, ça fait un certain moment, c'était une prise de risque majeure, ça a secoué les mentalités, parce que c'était tout le processus qui conduit effectivement à, au quotidien d'une femme battue. Comment elle rentre dans cette spirale et comment elle peut arriver à s'en défaire. Ça a eu effectivement un écho retentissant. On est allé toujours dans on a continué aussi parce qu'on a eu l'affaire Jacqueline Sauvage qui nous a tous secoués. On l'a adapté, ça a été un énorme succès d'audience, mais c'est nécessaire aussi d'interpeller pas seulement en fait via des émissions d'information, mais aussi quelque part dans des émissions qui ont une portée, des typologies de programmes qui ont une portée très importante. Et je rejoins ce que disait. Alors, dans la même continuité, on a eu un succès majeur sur le bazar de la charité, qui est quand même qui a pour sujet l'émancipation de 3 femmes suite à cette catastrophe. Pareil, un succès retentissant. Donc il y a une vraie appétence sur les destins de femmes et sur des femmes sur des femmes puissantes. On ressent ça, cette attente de nos téléspectateurs. Il en va de même, et outre le fait que ça joue sur la formation en fait des esprits, on sait que notre public jeune aujourd'hui est en appétence sur des rôles féminins
important. On a mis à l'antenne un petit personnage qui s'appelle Ladybug depuis plusieurs années, qui est un carton monumental. Et, voilà. Et dans la lignée, bon, on sait qu'il y a aussi une action à mener sur le plus jeune public. D'ailleurs, France Télévisions l'a pas cité, mais on cofinance en ce moment avec Disney, France Télévisions et M6 un petit module autour des stéréotypes qui sera un petit module d'animation qui sera adressé au plus jeune public. Alors aussi un énorme comment dire une énorme tendance qu'on a constatée dans les années dernières, c'est l'émergence du sport féminin. Le sport féminin sur les antennes, il y a encore 5 ans, sur des antennes en clair, on se posait la question de la pertinence. On a fait ce pari dès 2015, on a été acquéreur des droits, on a accompagné l'équipe de France de football. On fait la même chose sur l'équipe de France de handball, et puis bon, il y a eu l'euro de l'équipe de France, mais on est... Oui, qui a beaucoup, j'allais le citer, hein, on a fait tout ce travail de réflexion avec le CSA autour du sport féminin. On a vu comment les choses avançaient. Aujourd'hui, la question est plus sur les organes dirigeants des fédérations que l'exposition, puisque, je vais vous avouer quelque chose, ça a été aussi une surprise pour nous. On pensait que la Coupe du Monde féminine serait un grand succès. Mais se dire qu'on atteint les mêmes niveaux potentiellement, pas en finale parce qu'ils ne sont pas qualifiés, mais les mêmes niveaux que l'équipe de France masculine, nous étions ravis car nous sommes une chaîne privée commerciale, hein, faut quand même, nous sommes financés par la publicité, mais ça dit beaucoup de la société, ça dit énormément de la société. Donc voilà. Ça, c'est le fruit aussi, et je rejoins ce que disait France Télévisions, c'est aussi le fruit, quelque part, aussi d'un mouvement dans notre entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes 56% de salariés EE dans l'entreprise TF1. Dans les différents comités de direction, les choses ont évolué aussi substantiellement. On a ce qu'on appelle un comité management au sein de TF1 qui regroupe les principaux managers. Aujourd'hui, on n'a pas atteint la parité, mais on est quand même à 40%. On a fait des progrès assez importants. Et tout ça, c'est le fruit aussi d'un travail très important qui a consisté à accompagner les femmes dans l'entreprise. Il y a des programmes spéciaux qui ont été mis en œuvre, de mentoring, de sessions spéciales pour accompagner les manageuses, je n'aime pas trop le terme, mais dans leur progression pour éviter effectivement que ce plafond de verre persiste parce qu'elles ne se sentent pas crédibles dans leur progression professionnelle. Alors, ça a apporté des résultats très positifs. Hein. On a atteint, alors peut-être pas 93%, mais 85%. 85 points sur 100 dans la cotation au niveau des entreprises qui respectent l'égalité professionnelle. Donc voilà, les progrès, ils sont visibles, ils sont importants. On a tort de croire que les engagements qu'on prend auprès du CSA sont limités. On vient de signer des nouvelles conventions sur lesquelles, en matière d'info, on s'est engagé à aller vers la parité. On s'est engagé même à le faire sur la représentation des femmes politiques dans le temps de parole. Chose qui n'est pas forcément aisée toujours, parce qu'on n'est pas seul. Hein, il y a aussi la représentation dans les différents partis. Mais voilà, on fait un travail main dans la main avec le CSA en la matière. Et il y a le travail de l'entreprise, le travail des antennes qui se fait avec le CSA, sur lequel, très honnêtement, on a pu voir des incitations qui ont porté leurs fruits réellement. D'abord, je voudrais remarquer et féliciter effectivement toutes les chaînes qui ont fait des efforts. J'ai présidé au début de ces efforts au CSA à propos de la délibération, enfin de la loi de 2014 qui a permis la délibération de 2015, qui a accouché quand même dans la douleur, il faut se le rappeler, parce que c'était très nouveau pour les chaînes d'avoir des nouvelles obligations, c'était difficile, nous avons eu 18 réunions de mise au point, de discussion pour voir comment nous allions fonctionner, et les choses se sont mises en place avec ces rapports annuels qui sont très très importants, et il y a eu aussi la possibilité de sanctions, elles ont eu lieu sur des dérapages, des propos, des images dégradantes, et avec l'aval du Conseil d'État quand il y a eu des recours. Donc il y a eu en quelques années un énorme progrès de fait.
Ceci dit, il reste à faire. Les quelques constats, quand on compte de progrès, ne doivent pas cacher les problèmes qui restent. Globalement, il n'y a que 42% de femmes contre 58% sur les antennes. La proportion de femmes est 39% entre 18h et 20h. Elle tombe à 29% entre 21h et 23h. Donc aux heures de grande écoute, les expertes sont 37% en moyenne. Et ça, on dit une moyenne. Quand on sait que le service public est au-dessus, ça veut dire qu'il y a des chaînes à la traîne. Je ne vais pas citer les mauvais élèves, mais il y en a. Le temps de parole est effectivement que d'un tiers, alors que la présence des femmes est de 42%. Donc quand elles sont 42%, elles n'ont que 37% du temps de parole. Donc il y a encore du boulot à faire, pour parler simplement. Et au Conseil à l'égalité, nous avons réfléchi à la manière dont on pourrait encore améliorer les choses sur le plan législatif, puisque il y a l'occasion qui nous est donnée avec le projet de loi audiovisuel de peut-être compléter les dispositions actuelles et d'en créer des nouvelles, parce qu'il n'y a pas que le secteur hertzien, il y a le secteur numérique, qui est autrement grave, parce qu'effectivement, dans le secteur audiovisuel, il y a eu des progrès, mais il reste des trous dans la raquette, et dans le secteur numérique, il n'y a rien. Donc, sur le plan législatif, pour essayer de renforcer le dispositif, nous avons proposé au HCE, à partir de la photographie que font les chaînes de radio et télévision chaque année, de demander qu'il y ait un progrès. Il ne suffit pas juste de s'évaluer, mais qu'il y ait un progrès, si minime soit-il, annuellement. Ce n'est pas le cas de toutes les chaînes, et surtout, ce n'est pas le cas pour toutes les tranches horaires, dans toutes les émissions et dans tous les genres, parce qu'il faut aussi faire un peu de qualitatif. Il ne suffit pas d'avoir une moyenne de femmes qui passent à 4h de l'après-midi ou en fin de soirée et qui parlent que du Caire. Il faut aussi que les femmes parlent de tout et des rôles de sachants importants. Là aussi, ce serait intéressant de voir sur les expertes invités de quel sujet on leur demande de parler. Il n'y a pas juste le nombre d'expertes, mais les sujets concernés. Donc, il faut, je pense, resserrer un tout petit peu les mailles du filet et demander surtout qu'il y ait la constatation annuellement d'un progrès. Parce que la plupart, effectivement, des chaînes, enfin beaucoup des chaînes importantes s'engagent sur le 50-50, mais on n'y est pas, ça va être difficile. Et celles qui en sont loin, il faut vraiment qu'il y ait un progrès. Voilà, c'est une idée pour vos travaux. Nous allons y insister. J'en ai parlé aussi à vos collègues de l'Assemblée nationale. C'est en tout cas la position du HCE. Deuxième énorme problème, parce que là, le champ est vierge, c'est le numérique. Nous avons... Ah oui, par exemple, sur l'audiovisuel, il y a aussi non seulement compter, mais regarder quel type d'image il y a à l'écran. Il y a encore quelques problèmes, j'en ai discuté avec les chaînes ici présentes, les programmes de télé-réalité, Miss France, ce genre de programme très stéréotypé. Je sais que les chaînes en ont conscience, qu'elles essayent de faire des efforts, mais il y a tout de même, pour des chaînes sur le hertzien, quelques problèmes à corriger, et j'espère que si on demande de faire un progrès, c'est aussi en comptant l'évaluation des stéréotypes des émissions, et donc il y a un peu moins de ce type d'émissions-là. Voilà. Sur le numérique, il y a l'occasion, dans le projet de loi audiovisuelle, de la transposition de la directive SMA. Cette directive donne le pouvoir aux régulateurs européens d'intervenir si des propos haineux ou préjudiciables à la jeunesse sont diffusés. Je pense que, et c'est dommage que ça n'ait pas été mis tout de suite, mais un pays peut toujours rajouter, on peut rajouter un sujet qu'il serait souhaitable que soit rajouté comme mission des régulateurs d'aussi de faire éliminer les images ou propos dégradants pour les femmes. Il ne suffit pas de mettre les propos haineux, mais images dégradantes et propos dégradants, il y en a tellement sur Internet que, au moins d'être un peu menacé d'avoir une sanction, ça fera peut-être que les GAFA nettoieront un peu plus
ces séquences-là, parce que vraiment, on a, par exemple, c'était un de mes derniers travaux au CSA, fait une étude sur le secteur numérique, sur les années 2017 et 2018, sur les 200 séquences les plus vues sur YouTube. Les 100 plus vues en 2017 comme en 2018 étaient aux 3/4 des clips musicaux. En analysant ces clips musicaux français, on s'est rendu compte du désastre. La plupart, c'est les hommes qui ont le rôle principal. Les femmes sont là en rôle secondaire ou en garniture, et elles sont traitées de tous les noms, et dans des postures dégradantes. Et cette création est financée par le CNC. Donc, nous sommes assez tentés de demander l'égale conditionnalité. Vous savez qu'on réserve le financement public, les aides publiques à des productions ou toute activité qui respecte l'image des femmes. Et je veux dire que j'espère que ça retiendra votre attention, parce que si vous regardez ces clips musicaux, vous verrez que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous avons imaginé un amendement pour la directive SMA. Je ne vais pas vous donner le détail technique, mais on peut peut-être en reparler après, pour prévoir donc l'ajout de l'image des femmes. Nous souhaiterions également que dans la dernière ligne droite, la proposition de loi Laetitia Avia rajoute également l'image et les propos dégradants pour les femmes dans ce qui doit être retiré. Oui, non, mais il y a un dernier petit passage à l'Assemblée, si vous mettiez d'accord, dans un dernier élan, tous les parlementaires, pour ajouter cet aspect, parce que pour l'instant, comme vous le savez, cette loi ne va faire sanctionner que des manquements manifestes à la loi, et ce qui serait l'idéal, évidemment, c'est que la loi prévoit qu'on n'ait pas le droit de diffuser et de prononcer des images et des propos dégradants pour les femmes. Pour l'instant, ça concerne simplement l'audiovisuel, ça ne concerne pas le numérique, et ça ne concerne pas non plus des personnes détentrices d'autorité ou dans des lieux publics, et il y a encore énormément de propos et d'images dégradantes qui sont partout diffusées sans sanction du tout. Enfin, je m'en tiendrai pour aujourd'hui à ce qui est possible dans la loi audiovisuelle. Donc, si vous deviez retenir 2 idées, progression annuelle à constater pour les chaînes de radio et de télévision, et si possible sur des critères un peu plus resserrés, pour ne pas qu'il y ait trop de trous dans le filet ou qu'ils soient trop gros, et puis disposition pour la directive SMA où on complète pour l'image et les propos dégradants pour les femmes. J'irai pas plus loin parce que vous connaissez nos positions, et je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Merci Madame la Présidente. Je vais passer la parole à 2 des collègues qui ont demandé, donc Marie-Vonne Blondin et ensuite Laure Darcos, pardon. Et donc je vous laisserai répondre à ces questions. Les personnes qui souhaiteront répondre, dans toutes les personnes qu'on a entendues ce matin, le feront. Merci Madame la Présidente. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour cette présentation fort intéressante qui fait un peu l'état des lieux actuel de la place des femmes dans les médias. Et moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à 2014. 2014, j'étais rapporteur pour avis de la délégation aux droits des femmes et pour cette loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et donc là, nous avons beaucoup travaillé, modifié un article 3 en rajoutant par alinéa la juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes de services de communication, etc., l'image, voilà. Et puis un article 20-1 qui précise véritablement le rôle que devait avoir le CSA et confier tout ça au CSA, qui ensuite a fait le travail, pas facile, disiez-vous, Madame Pierre Brossolette, mais ô combien nécessaire. Et d'ailleurs, vous avez rendu compte devant les commissions de l'époque. Donc, je constate pendant ces 6 ans, parce que maintenant nous sommes en 2021, qu'il y a eu quelques progrès néanmoins, et c'est très bien. J'aurais voulu, moi, vous demander, parce qu'il faut que j'aille très vite, également, lorsque vous évoquiez
tout le travail d'accompagnement de des femmes pour les aider à franchir et à crever ce plafond de verre. Dans la RH, vous avez pris en compte, parce que ce qu'on constatait, c'était les difficultés des femmes lorsqu'elles étaient enceintes, etc. Quel était l'accueil? Moi, j'aurais voulu qu'on ait une précision sur justement l'accompagnement des femmes qui attendent un bébé et leur retour après le congé de maternité, voir comment vous mettez tout cela en place et évoquer. Nous avons parlé des réalisatrices, surtout de fiction. Est-ce que je pense que vous avez des réalisatrices dans d'autres émissions, et notamment les émissions sportives de femmes, bien sûr, dans vos programmes. Et moi, quand vous avez évoqué les figures de l'ombre et quand vous avez dit qu'elles étaient ô combien importantes, je réagissais à l'actualité. Il y a une mathématicienne de la NASA âgée de 102 ans qui vient de décéder. Et vraiment, on ne connaissait pas. Moi, je ne la connaissais pas. Et je suis allée regarder, il y en a énormément. En plus, elle était noire. Donc déjà, il y avait des choses. Moi, j'aurais souhaité trouver quelque part sur les informations, les chaînes de télévision, peut-être un reportage précis là-dessus. Elle s'appelle, je crois, Catherine Johnson. Hein, elle s'appelait Catherine Johnson. Il y en a eu. Bon, ben, j'ai pas bien vu la publication de tout ça. Et puis, quand vous parliez des stéréotypes et tout, vous avez vu actuellement qu'il y a une Miss Allemagne qui vient d'être élue, elle a 35 ans, elle a un bébé, voilà, elle ne se présente pas en maillot de bain. C'est un nouveau concours allemand qui vient d'être lancé. C'est juste pour évoquer cela. Mais en tout cas, sachez qu'on va regarder toujours cette progression régulière annuelle telle que vous la demandez, et surtout, ne baissez pas les bras et continuez vos efforts. Merci. Merci, chers collègues. Je vais tout de suite passer la parole à Laure Darcos. Sachez qu'on aura également des travaux qui vont être menés. Nous entendrons le CSA, bien entendu, et les institutionnels. Laure Darcos, notre collègue. Oui, je vais être très courte aussi, juste des petits clins d'œil. Je ne sais pas maintenant quels seront les critères d'audimat, mais pendant des années, ça a été la ménagère de plus de 50 ans. Donc déjà ménagère, plus de 50 ans, tout ça m'était insupportable. En même temps, c'est vrai que... Maintenant, c'est la femme responsable des achats. Ah, voilà. C'est toujours la femme, mais voilà. La femme responsable des achats, on a changé le mot ménagère. D'accord, donc déjà c'est énorme, enfin, je trouve comme changement. Et puis c'est vrai que peut-être qu'elle regarde plus la télévision, mais je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai souvent dit à des responsables de chaîne, je prends toujours l'exemple de mon fils de 19 ans, plus aucun jeune ne regarde la télévision, et c'est autant vrai pour les jeunes filles que pour les jeunes hommes, et donc je pense que en termes de numérique, il faut penser en effet aux deux genres, et notamment je pense qu'il faudrait mettre à l'honneur, alors c'est le côté rapporteur du budget de la recherche, tout ce qui est métier scientifique et numérique, et c'est vrai qu'on ne met pas assez à l'honneur ces femmes-là. J'étais contente de voir quand même Marina Carrère-Dancos répondre à des questions sur le coronavirus ces derniers jours. Sinon, on mettait plutôt à l'honneur des chefs de service hommes, alors qui au demeurant sont très brillants, notamment à la Salpêtrière. Mais je pense que par le biais du numérique, on peut amener à avoir des messages positifs sur la revalorisation de ces métiers qui malheureusement, et c'est navrant, baissent par rapport à il y a 20 ans, en fait. On n'a plus que 15% de femmes qui se dirigent vers des métiers scientifiques. Je ferai une petite différence, chère Sylvie, entre la télé-réalité et une émission comme Miss France. Moi, j'ai été choquée, pour rien de cacher, de cette polémique sur Miss France, quand on voit le nombre encore de téléspectateurs. Bon, bien évidemment, on peut peut-être
les faire parler autrement, les valoriser autrement, peut-être sur leur, d'ailleurs leur activité professionnelle ou leurs études. Hein, souvent, elles font des études assez brillantes, mais ça reste encore, je trouve, plutôt valorisant pour nos régions, parce qu'on parle encore de nos régions ou de nos pays. Et donc, moi, je ferai une différence. Par contre, en télé-réalité, je trouve que les images sont dégradantes. Comme je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à changer ça, qu'en fait, une occurrence sur Google d'une célébrité femme, la première occurrence qui passe, c'est nu. Voilà, systématiquement, vous regardez une chanteuse, une actrice, vous mettez son nom, la première occurrence, c'est nu. Voilà, donc ça veut dire que les gens choisissent, enfin, les hommes en particulier, vont commencer par essayer de trouver des photos d'elles nues, ou en tout cas dans des tenues sûrement chatoyantes. Ça n'est pas le cas pour les hommes. Et je trouve que de la même façon, on n'a pas encore réussi à gérer ce genre de problème d'occurrence, comme tu l'as dit, les problèmes d'accès à des sites ou pornographiques, ou en tout cas dégradants pour la femme. Donc voilà, et sinon j'avais rien d'autre à dire de particulier, mais simplement je trouve compliqué peut-être à mon avis de mettre dans la loi audiovisuelle, alors à moins que tu puisses toi-même nous définir les critères pour resserrer les critères de changement, enfin voilà, enfin de mise en avant de la féminité dans les programmes ou dans les émissions, mais on est à ta disposition, mais évidemment, pour cette loi audiovisuelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Je vais juste... le tour, s'il vous plaît, Sylvie Pierre Brossolette, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, mais juste pour répondre peut-être, et je me permets moi, la meilleure promotion des territoires, c'est quand même le Tour de France. Voilà, et donc je vais juste passer, si vous le permettez Sylvie, la parole à notre collègue Victoire Jasmin, et après vous aurez tout le loisir de vous exprimer, mesdames. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente, et merci à vous tous, parce que c'était très enrichissant. Je voudrais poser une question à Monsieur Doucan pour savoir, bon, il a fait l'analyse des données sur les différentes chaînes. Je souhaiterais savoir, Monsieur, si vous avez également travaillé sur les chaînes premières qui concernent les Outre-mer. Est-ce que vous avez fait l'analyse des données concernant les chaînes premières? Et l'autre chose, nous avons ici même, au sein de la délégation, travaillé sur un rapport concernant le football féminin, mais le sport en général. Et nous avons eu, évidemment, à auditionner les journalistes sportifs, et parmi lesquels une femme, qui était la seule femme, évidemment, le jour de l'audition. Elle nous a bien dit qu'elles n'étaient pas nombreuses à être des journalistes sportives, et nous avons vraiment apprécié cette audition, parce qu'elle nous a également prouvé que les femmes avaient toute leur place dans le sport et en tant que journaliste. Et la dernière chose, j'apprécie beaucoup l'intervention concernant les clips, parce que sur nos territoires, il y a de plus en plus des bouquets qui sont proposés avec un certain nombre de chaînes, et de plus en plus, et là c'est l'intérêt des données, l'analyse des données serait intéressante, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui proposent des clips, et là évidemment les images des femmes ne sont pas forcément valorisées. Et la dernière chose, le Sénat a organisé, la délégation Outre-mer avec le Sénat évidemment, un rapport sur les risques naturels majeurs. Je trouve malheureusement que sur l'ensemble des chaînes, il n'y a pas une mise en valeur du travail du Sénat, notamment pour les différents rapports concernant la prévention. C'est valable pour les risques naturels majeurs, j'étais co-rapporteur, mais sur d'autres sujets qui sont importants, pour vous parler d'expertise, c'est vrai qu'il y a des femmes expertes, mais j'aurais souhaité vraiment que vous puissiez également faire de la pédagogie dans bien des domaines pour l'ensemble du territoire, quel que soit le niveau et quelle que soit la chaîne. Et là, je crois que ça manque énormément. Heureusement que nous avons Public Sénat, c'est vrai, mais il faudrait qu'il y ait la possibilité que les autres chaînes puissent faire un travail de relais éventuellement. Alors je ne sais pas comment les conventions se font, je ne vais pas rentrer dans ce schéma-là, mais il y a un travail qui se fait, nous représentons les territoires, et il y a une représentation de l'ensemble du territoire national, et je crois qu'il y a de grandes inégalités, de grandes disparités dans la façon d'appréhender les différentes problématiques. Donc je souhaiterais vraiment que le travail du Sénat soit valorisé à travers vos différentes chaînes. Je vous remercie.
Merci à nos 3 collègues. Donc, je vais vous laisser répondre. Et voilà, chère Sylvie, Madame la Présidente, c'est à vous. Juste pour répondre. Alors, sur la possibilité de faire progresser, et avec un peu plus de précision, les chiffres donnés par les chaînes, on pourrait prendre déjà comme critère les tranches horaires. Que les femmes ne disparaissent pas aux tranches horaires. On pourrait commencer par ça. Et après, vérifier les rôles qu'elles ont. Mais ça demande des moyens, mais je pense qu'il faudrait faire en réalité une étude tous les 3 ans financée par l'État, présentée devant le Parlement, très qualitative et qui permette de dire très précisément de quoi les femmes parlent, à quel moment, c'est-à-dire des choses qui seront peut-être un peu lourdes pour les chaînes à réaliser. Donc ça devrait être une grande étude qui éclairerait la représentation nationale sur qu'est-ce qui se passe exactement, parce que c'est vrai qu'il faudrait se mettre 24 heures sur 24 devant un écran et que c'est peut-être un peu lourd. Mais déjà, les horaires et les types d'émissions, on peut faire progresser. Bon. Et quant à Miss France, je ne les mets pas dans le même sac, évidemment, la télé-réalité Miss France. On en a parlé ensemble. Il y a déjà des progrès faits sur Miss France. Ça reste une émission qui est quand même controversée. Des féministes trouvent que c'est à chaque fois pas leur goût. Tous les goûts sont dans la nature, chère Laure, mais c'est un problème qu'on peut évoquer. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Merci. Alors, je vais passer... Non, mais juste un petit clin d'œil. C'est que peut-être dans les critères, on pourrait, comme l'a dit Victoire, mettre des critères sur est-ce qu'on peut prendre aussi de temps en temps des sénatrices plutôt que des députés et que le Sénat soit plus représenté dans les émissions de télévision, émissions politiques. Ça serait très juste. Et je te remercie, Victoire, de l'avoir dit. Merci on va essayer de poursuivre de manière synthétique quand même jusqu'à la fin, parce que moi aussi je fais partie de la commission culture, donc il y en a d'autres membres ce matin, donc ça aurait été quand même bien qu'on puisse y accéder à un moment donné. Comme monsieur a été, David Doucan, a été directement interpellé par la sénatrice de Guadeloupe, est-ce que vous avez les éléments de réponse ou vous nous les enverrez peut-être, monsieur? Très bien. Donc, alors sur l'analyse des chaînes outre-mer, on a analysé France O. Je ne sais pas si ça compte. Et alors l'autre chose, on a analysé les JT régionaux. Il y avait la Corse. Non, blague à part, je sais même pas si ces chaînes sont captées par l'INA en 24 sur 24. Et ça, ça peut vous consoler ou pas. FIP n'était pas capté jusqu'en novembre 2019. Et pour chaque nouvelle captation, il faut souvent faire des actions de lobbying en interne. Et donc je vous invite à nous transmettre la liste des chaînes que vous souhaiteriez capter et on peut voir ce qu'on peut faire. Toutes les chaînes premières, mais... Alors, cette réponse est quand même assez intéressante, puisqu'on a à un moment donné dit qu'il fallait compter les femmes pour que les femmes comptent. Je ne sais plus qui, c'est vous, madame, qui avez dit ça. Donc, chère Victoire Jasmin, il y a du travail pour les territoires d'outre-mer. Oui, madame Nathalie Lanon. Oui, je voulais juste répondre à une question qui était posée sur l'accompagnement, parce que ce qui est fait en interne, en fait, sur l'accompagnement des femmes enceintes. C'est vrai que, alors ça, c'est un fait, et ça vient beaucoup aussi à un moment, historiquement, d'un management peut-être masculin, qui consiste à dire, puisque ma collaboratrice part en congé maternité, elle ne va pas être augmentée, et puisque ma collaboratrice rentre de congé maternité, elle ne sera pas augmentée. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est attaqué depuis longtemps, effectivement. On a un principe, d'abord quand les collaboratrices, pendant en tout cas leur maternité, il y a un accompagnement, bon ça c'est plus, si j'ose dire, d'ordre médical, mais de faire qu'elles bénéficient de journées où elles peuvent travailler chez elles, ou de journées où elles se reposent, enfin en fonction de l'avancement de la grossesse. Après, elles ont, au retour de leur congé maternité, un entretien avec la DRH. Et nous, surtout, on a un système qui consiste à dire, si une collaboratrice n'est pas augmentée, si on constate qu'il n'y a pas eu d'augmentation, qui est souvent le signal en départ en congé maternité qu'on annihile en fait toute progression parce que justement il s'est passé ça, et bien il y a une augmentation automatique de plein droit de 2%, qui en fait permet de pallier à ce système-là.
Après, si elle est augmentée parce qu'elle a un management féminin qui connaît ce genre de problème, mais ça, voilà, à mon avis, c'est la féminisation du management fait aussi qu'à un moment, on a vécu ça. Alors, je laisse la parole à Christine Kelly qui souhaitait répondre également. Oui, merci Madame la Présidente. Trois points. Le premier point sur l'outre-mer, pour dire que l'outre-mer est définitivement entièrement à part. On le constate même dans la réponse, ce que je regrette, et je partage à la fois les clips et à la fois votre constat, et j'ai beaucoup alerté lorsque j'étais au CSA, France Télévisions, en disant que les clips, notamment en Outre-mer, sont absolument désastreux pour l'image de la femme. Ce dont faisait écho Sylvie Pierre-Brossolette, c'est en métropole, mais en Outre-mer, c'est multiplié par 10. C'est humiliant. Deuxième point, pour vous dire que je vais vous transmettre une note écrite sur les avancées du groupe Canal+. Je ne suis pas venue avec les chiffres, du groupe Canal+, avec CNews, C8, Canal+, ce qui est fait en matière sur ces sujets-là. Et le troisième point, pour dire que je suis très adepte du convaincre plutôt que contraindre. Et ça a toujours été mon leitmotiv lorsque j'étais au CSA. Par exemple, lorsque j'ai créé cette journée pour le sport féminin, de visibilité sur le sport féminin, où on a vraiment fait un pas en avant exceptionnel sur le sport féminin, il n'y avait aucune contrainte, uniquement de la conviction, uniquement de la discussion, uniquement des avancées, uniquement qu'est-ce que chacun peut faire pour avancer ensemble. Et je crois beaucoup à cet esprit où on peut faire évoluer les choses. Bien sûr, il faut la contrainte, mais aussi convaincre. On va parfois plus vite, plus loin, plus fort, avec plus de résultats. Est-ce qu'il y a d'autres... On a parlé tout à l'heure de... pardon Madame la Présidente, je réponds rapidement, mais on a parlé tout à l'heure de visibilité de femmes dans des journalistes sportifs. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Il y a une véritable progression. Ça ne suffit pas, mais il y en a de plus en plus. Des réalisatrices, ça, il n'y en a pas suffisamment, c'est clair. Mais à tout point de vue, c'est sûr qu'il y a des avancées, mais comme on l'a tous dit autour de la table, des avancées toujours insuffisantes. C'était la table ronde sur la place des femmes dans les médias audiovisuels. Une table ronde organisée par la délégation aux droits des femmes du Sénat. L'occasion de saluer la présence des femmes à la tête des entreprises audiovisuelles françaises. Les femmes sont également visibles sur les plateaux, mais elles ont beaucoup moins la parole que les hommes. Des progrès restent à faire et ce sera tout l'enjeu de la réforme de l'audiovisuel public qui sera examinée au Sénat. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.